Depuis l'apparition de la licence en février 1996, The Pokémon Company n'a eu de cesse de nous surprendre avec de nouveaux titres, issus notamment de la licence principale. Enfin surprendre, disons qu'il y en a pour qui les surprises ont été plus sympathiques que d'autres. Dans tous les cas, c'est plus une révélation pour personne, la licence est une énorme réussite, s'exportant à travers le monde. La Pokémania, tout ça. Mais qui dit réussite, dit moula. Et les spin-offs et autres dérivés ne se sont pas fait attendre. Et le pire, c'est que ça marche. Normal, c'est du Pokémon. Les plus étranges, plus, disons, particuliers. Mais dans tout ce florilège de bizarreries et autres anomalies, il y a eu une série de jeux qui a su, à mes yeux, sortir du lot, allant jusqu'à s'imposer comme l'un des spin-offs préférés des fans. Et il s'agit de Pokémon Donjon Ranger. Pokémon Ranger. Pokémon Ranger, c'est une licence de jeu annoncée pour la première fois dans le magazine CoroCoro de juillet 2005, avant même que Diamant et Perle ne soient annoncés. Mais très vite, un malaise s'est fait ressentir parmi les fans de la licence, puisque la nouvelle ne s'était pas réellement répandue comme prévu. En fait, personne n'avait vraiment compris de quoi il s'agissait. Pokémon Company venait tout simplement de nous annoncer le titre et rien d'autre. Était-ce un film, une série, ou peut-être un nouveau jeu dérivé de la licence principale? Ça, personne ne le savait. Faut dire qu'en plus de ça, la licence Pokémon avait déjà eu du mal à faire sa transition vers la nouvelle console portable de Nintendo. L'objectif ayant bien évidemment été d'user un maximum du pavé tactile. Et à ça, The Pokémon Company avait eu l'ingénieuse idée de développer un certain Pokémon Dash. Un jeu de course façon Pokémon où l'on incarnait un Pikachu qui... ouais non. On va peut-être un peu esquiver le sujet, c'était une vraie galère et ceux qui ont connu le jeu dans leur enfance savent de quoi je parle. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, on en reparlera. Dans tous les cas, à ce moment-là, et je rappelle bien que Pokémon Diamant et Perle n'était toujours pas sorti, et hop là, pub surprise pour ma vidéo sur Pokémon Diamant. Oh, ça c'était joli mon poulain. La licence sur DS n'avait, aux yeux des fans, pas de si jolies perspectives d'avenir. La communication a alors continué et un teaser apparaissant à la fin du film Lucario et le mystère de Mew a alors pu donner un indice au public concernant la nature de ce nouveau produit. Et il semblait alors s'agir d'un film, Pokémon Ranger et le Temple des Mers. L'information est alors passée inaperçue. Il n'y avait plus vraiment à s'attendre à grand chose car le doute n'était plus possible. Surtout que l'adresseuse apparaissant dans les pages du CoroCoro avait été vue dans ce même teaser. Sauf que des informations complémentaires issues du CoroCoro ont pu alors faire comprendre aux fans qu'il s'agissait à la fois d'un film mais aussi d'un jeu. Mais alors, quel type de jeu? Au vu des screenshots du magazine, beaucoup pensaient déjà à une suite de Pokémon Donjon Mystère, déjà bien appréciée à l'époque. Bref, la communication autour de Pokémon Ranger a été chaotique, et le jeu fut très vite vu comme un banal nouveau produit dérivé à la manière de Pokémon Dash. Pourtant, le projet comptait beaucoup à Pokémon Company, pas seulement parce que c'était un moyen facile de se faire de l'argent avec une licence aussi rentable, mais aussi car il s'agissait d'un moyen pour eux d'étendre l'univers de Pokémon, le rendant plus épique et fantastique qu'il ne l'était déjà. Ainsi, grâce à la communication issue du film et de l'animé, ce fut chose faite. Pokémon Ranger fut un véritable carton. Sa sortie put donner aux enfants fans de ces héros au design si atypique la chance d'incarner l'un d'entre eux au sein d'une région inédite, dépourvue d'arènes, de centres Pokémon et de ligues. Bref, leur donner une chance de voir le monde Pokémon autrement. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais Pokémon Ranger, ça raconte quoi? Pokémon Ranger, premier du nom, vous met dans la peau de ce que l'on appelle un Pokémon Ranger. Facile à deviner quand tu sais le nombre de fois qu'on l'a cité depuis le début de la vidéo. Des sortes de dresseurs usant d'un objet appelé le Capstick, Capture Stick, une sorte de toupie téléguidée et un dispositif qui, après un certain nombre de tours autour du Pokémon visé, le rendra plus docile, permettant ainsi au Ranger d'emprunter l'une de ses capacités. Et je sais ce que la plupart d'entre vous se disent, mais des Pokémon Ranger, il y en a déjà dans tous les jeux, et c'est des dresseurs. Eh bien oui, mais non. Les vrais Pokémon Rangers sont des dresseurs formés à la Fédération des Rangers, placés dans la région d'Almia, mais trouvables aussi dans la région de Fior et Oblivia. Les autres Pokémon Rangers issus des autres régions, et donc ceux que vous connaissez, sont quant à eux, certes formés de la même manière, mais se comportent davantage comme des dresseurs. Ce qui diffère ceux d'Almia, Fior ou encore Oblivia des Rangers des régions que l'on connaît, c'est que ceux-ci ne capturent pas les Pokémon avec des Pokéballs, mais usent simplement de leurs capacités avant de leur rendre leur liberté. Bref, vous incarnerez alors Solana ou l'Unique, un jeune héros qui rêve de devenir un Pokémon Ranger. Une chance que lui donnera Elliot, le Ranger en chef de Printville, voyant en lui la passion qui l'animait à ses débuts. Vous parcourrez alors, armé de votre Capstick, la région inédite de Fior, dépourvue de systèmes d'arènes et autres ligues Pokémon, dans le but d'aider les citoyens en danger et de monter en grade afin d'un jour devenir le meilleur
Pokémon Ranger. Néanmoins, ce ne sera pas chose simple, puisque dans l'ombre, la team Go-Rock semble s'intéresser au prototype d'un mystérieux super capstick capable de capturer non seulement de très puissants Pokémon, mais aussi des légendaires au pouvoir divin. Alors, à vous d'user du pouvoir qui vous a été confié avec sagesse pour déjouer les plans de la team Go-Rock et ainsi protéger la région et le monde. Ouais bon, il est clair que le scénario ne regorge pas tant que ça d'originalité. Les méchants, c'est toujours une team de bouffons, et il a encore une fois idée d'user de la force de Pokémon légendaires pour faire n'importe quoi. Alors que, je sais pas moi, le but des légendaires, c'est pas genre d'être ultra rare. Dans tous les cas, si ce n'est pas pour son scénario que le jeu brille, il le fait pour le monde qu'il propose. Un vaste monde qui regorge de Pokémon de toutes les régions. Pourtant, le gameplay fut une réelle prise de risque qui aurait pu mettre en péril l'appréciation même que les fans et les critiques avaient du jeu. Comme on a cessé de vous le répéter, le système de combat n'était ici pas du tout le même que ce à quoi on était habitué. Lorsqu'un combat est lancé, vous disposez d'une jauge d'endurance pour votre capstick et d'une jauge de capture. L'objectif du capstick étant d'encercler le Pokémon sauvage d'une aura lumineuse, le rendant plus docile. Vous devrez alors, en utilisant votre stylet, faire des cercles. Plein de cercles. Beaucoup de cercles. Dans le but de remplir la jauge de capture et d'augmenter votre chance de faire du Pokémon sauvage votre partenaire. Mais ne croyez pas que cela est aussi simple. Le Pokémon lui aussi attaquera, et s'il touche votre capstick, cela pourrait l'endommager. Et si votre jauge d'endurance tombe à 0, bah logique, vous avez perdu. Mais si vous avez la chance de le capturer, celui-ci deviendra alors votre partenaire, et vous pourrez utiliser ses capacités en combat afin d'augmenter vos chances de capture. Car plus le Pokémon en face est rare ou évolué, plus il sera difficile de le capturer. Et évidemment, le nombre de Pokémon max sur soi est de 6. À ce niveau-là, rien ne change. Par la suite, ceux-ci vous suivront et pourront vous aider en cas de difficulté, mais partiront aussitôt lorsqu'ils l'auront fait. Bref, en somme, un gameplay assez original et que j'ai personnellement beaucoup apprécié. Les affrontements contre les légendaires réussissent à être malgré tout très épiques et les OST le sont tout autant, même si ce n'est pas du tout du même level que celle de la lignée principale. À partir de ce moment-là, la machine fut lancée et les suites se sont enchaînées, chacune d'entre elles apportant sa particularité. Que ce soit Pokémon Ranger, Nuit sur Almia, considéré pour la plupart comme étant le meilleur de la licence, avec l'apparition des capacités zones, n'agissant plus sur une cible mais sur toute une zone, logique, ainsi que la possibilité de pouvoir choisir un Pokémon de départ, mais aussi Pokémon Ranger Sillage de Lumière, mon préféré, et son Pichukulele, ainsi que ses voyages temporels guidés par Celebi. Mais si les jeux ont connu autant de succès, alors pourquoi ne sortent-ils plus? Pourquoi n'avons-nous pas eu de Pokémon Ranger sur 3DS? Eh bien, il est assez compliqué de répondre à cette question, pour la simple et bonne raison que, on n'en sait rien en fait. Alors oui, on pourrait simplement dire que ce n'est plus la priorité d'Al Laboratory, qui ont l'air aujourd'hui de bien plus se focaliser et se spécialiser sur la licence Kirby, ou encore que la Nintendo Switch a juste du mal à se prêter au gameplay tactile, sauf s'ils offrent un stylet comme ils l'ont fait pour ce truc là. Mais pour moi, cela résulte simplement du fait que ce n'était qu'un test et qu'il n'était prévu à aucun moment d'aller aussi loin. Dans tous les cas, j'aime Pokémon Ranger, car il me rappelle une époque où Pokémon était vaste et essayait de nouvelles choses, parce qu'il me rappelle mon amour pour le monde de Pokémon. Le tout avec une approche alternative ayant permis à de jeunes développeurs de s'essayer à une nouvelle technologie. Le jeu abritait de nouveaux mécanismes, de nouvelles façons d'interagir avec le monde, et je pense que l'une des raisons pour lesquelles j'ai aimé Pokémon Ranger est qu'ils se sont plus proches que les jeux de la lignée principale de ce à quoi devrait ressembler le monde de Pokémon. Ce n'est pas nécessairement une bonne ou une mauvaise chose, c'est juste différent. Si on prend pour exemple l'animé, on y voit constamment les Pokémon user de leurs capacités en dehors des combats pour influencer le monde qui les entoure, comme éteindre un feu ou alimenter une technologie en énergie. Cela se produit très rarement dans les jeux principaux, ou alors cela se fait sous-entendre. Car ici, les Pokémon sont principalement des outils avec lesquels se battre, et c'est tout. Alors que dans Pokémon Ranger, ils ressemblent davantage à une partie du monde vivant, à un élément indissociable de cet univers qu'enfant nous prenions plaisir à découvrir. Ils peuvent avoir un impact direct sur leur environnement, ainsi que sur la façon qu'auront les humains de voir les choses. Car à mes yeux, Pokémon Ranger est plus que jamais une ode à l'aventure, à l'émerveillement et à la découverte, et devrait réellement être pris par Game Freak comme base pour la suite de la lignée principale. Et pour tout ça, je continuerai d'attendre patiemment Pokémon Ranger 4. La licence Pokémon regorge encore de beaucoup de jeux, tous plus différents les uns que les autres, et parmi eux se trouvent la plupart du temps des pépites cachées bien trop sous-estimées. J'ai donc décidé de recenser avec vous et en une série de vidéos ces spin-offs et autres dérivés qui nous ont pour la plupart marqués, ou alors qu'on a tout simplement décidé d'oublier. Et attention, il y a de fortes chances qu'il y ait de temps à autre quelques invités. Sur ce, ça fait longtemps, c'était Zicone. À la prochaine!